Nous sommes avec Ramzi Larbi, qui est le président fondateur de Creative Specific Software. Bonjour. Bonjour Frédéric. Est-ce que tu peux te présenter, ton parcours peut-être, et puis présenter ta société? Alors, je suis ingénieur de formation et puis il y a 8 ans de cela, 2012, hein, pour être un peu plus précis, j'ai fait un constat assez simple, c'est que les technologies liées à la sécurisation des personnes âgées n'avaient pas forcément évolué. Quand on parlait sécurité de la personne âgée à son domicile ou en EHPAD, on parlait souvent de médaillons, de pendentifs, de bracelets, de dispositifs qui, dans leur globalité, nécessitent d'être portés et nécessitent que la personne soit proactive. Donc, partant de ce constat-là, je me suis dit, bah, pourquoi pas créer un algorithme dans un premier temps qui va permettre la détection d'une chute de manière totalement automatique, sans que la personne âgée n'ait quoi que ce soit à porter. Et dans un deuxième temps, grâce à une forte collecte de data, pourquoi pas imaginer une solution à base d'intelligence artificielle et de deep learning qui va permettre à la fois de détecter une chute avec un peu plus d'occurrency, tu sais, le taux de détection, le fameux taux de Oui. détection, mais aussi commencer à réfléchir sur un concept, un projet qui est la prédiction de la chute, puisque la chute en soi, elle, des systèmes le font, le nôtre le fait très bien, et pourquoi pas commencer grâce à l'intelligence artificielle à prédire la chute. D'accord. Donc cette solution s'appelle VA2CS. C'est exactement ça pour Visual Alert Cloud Based System. D'accord. Donc, comme son nom l'indique, nous, c'est une solution en mode SaaS, hein, c'est une intelligence artificielle qui est hébergée aujourd'hui dans des serveurs distants et qui permet une analyse en temps réel grâce à ces capteurs vidéo que l'on installe dans des domiciles ou dans des EHPAD et qui, cette intelligence artificielle, donc, va prendre des décisions quant à la pertinence de l'alerte ou pas. D'accord. La question qui me vient tout de suite, c'est est-ce que c'est une solution qui est juste à temps? Est-ce que c'est une solution qui est déjà acceptée par les seniors d'aujourd'hui? Alors, honnêtement, les 2 premières années de création de ma startup, entre guillemets, alors c'est plus tant une startup aujourd'hui, mais les 2 premières années, c'était une startup, il était très difficile d'expliquer aux gens que l'installation d'un capteur optique allait permettre, une détection de chute, les gens avaient du mal à comprendre le mécanisme, et deux, se demander bien évidemment qui regarde derrière, le respect de la vie privée, comment cela se passe. Il nous a fallu beaucoup de temps, beaucoup de passe-passe communication et marketing, hein, parce que ça reste de la communication, ça reste du marketing, afin de sensibiliser les gens et de leur expliquer que personne ne regardait, que c'était des technologies innovantes et que c'était une intelligence artificielle, donc un ordinateur, hein, qui allait prendre les décisions. Depuis 3 ans, on constate aujourd'hui que la sécurité de la personne âgée devient une priorité et que donc ces familles ou ces établissements sont à la recherche du système le plus efficient, tout en ayant compris, bien évidemment, que notre intelligence artificielle faisait le travail et que aucune personne de mon équipe aujourd'hui ne visualisait les alertes ou ne visualisait les capteurs optiques pour pouvoir prendre des décisions. D'accord. La solution, qu'on comprenne bien, la solution, elle est proposée via un téléassisteur, elle est proposée en autonome, c'est-à-dire est-ce que c'est vous qui avez le plateau pour gérer Alors, les alertes? Comment est-ce que vous vous situez dans le système? c'est une bonne question. Nous, on est éditeur de logiciels. D'accord. Clairement, on se positionne même pas comme un fabricant de matériel, puisque on fait l'acquisition de matériel extérieur qu'on revend à nos partenaires téléassisteurs. On travaille en indirect, que ce soit donc sur le marché du particulier ou sur le marché de l'EHPAD. On fait appel à des intégrateurs, des installateurs, des spécialistes au courant faible, des électriciens. Et dans le cas du domicile, on fait appel à des téléassisteurs qui achètent notre matériel et le package en additionnant le service associé, notamment la téléassistance derrière, et l'opérateur qui reçoit nos alertes. Donc tu fournis le logiciel plus l'ensemble du système à des téléassisteurs que vont le reproposer. C'est exactement ça. D'accord. En EHPAD, ça Oui. fonctionne comment? En C'est-à-dire que- EHPAD, alors on est de manière assez simple, on a un réel système qui permet un taux de faux positif qui est vraiment très bas, ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir proposer à un EHPAD le système en direct, c'est-à-dire que les alertes sont envoyées directement vers l'aide-soignante D'accord. via une application, via un portail web. Une image associée à chaque alerte permet donc à l'aide-soignant de visualiser ce qu'il se passe en temps réel et de prendre, bien évidemment, je dirais, la décision la plus adéquate possible. En gros, on estime aujourd'hui la gestion d'une alerte VA2CS par une aide-soignante
aux alentours de 10 secondes, D'accord. accompagné d'une image. Donc le système est installé dans une chambre d'une résidente. Hmm, Le logiciel va détecter la chute, exactement. va envoyer l'alerte j'imagine, sur l'appareil Ouais, de la personne qui est présente, poussière de vie ou de personne, bien de sûr. façon à ce qu'il y ait une intervention. Euh, Comment est-ce que c'est accepté, ce type de système, pour l'instant, par les EHPAD? Honnêtement, mieux qu'il y a 6 ans. Aujourd'hui, on a une vraie demande, on a un chiffre d'affaires qui est croissant, on a un nombre de capteurs installés aujourd'hui sur l'ensemble du continent européen qui avoisine les 3500 capteurs, donc ça commence à faire quand même pas mal de capteurs installés. On a une vraie demande aujourd'hui et cette période de Covid, malheureusement, renforce cette demande dans la mesure où l'image va permettre de faire une levée de doute sans pour autant se rendre dans la chambre. D'accord. Puisqu'on nous propose aujourd'hui, enfin on nous demande de limiter les contacts, notamment en EHPAD. Là, l'image va permettre cette levée de doute et va permettre de prendre conscience de l'état de gravité de la situation et donc d'intervenir le cas échéant. D'accord. La levée de doute, donc, la caméra ne filme rien, c'est juste un système qui va détecter s'il y a une chute. Par Hmm. contre, la caméra est allumée pour voir et faire la levée de doute à ce C'est une moment-là. bonne question. La caméra, elle n'enregistre rien. D'accord. C'est-à-dire, en gros, Frédéric, si demain, moi, j'ai un établissement qui m'appelle en me disant, Monsieur Larby, on a eu une altercation dans la chambre 404, pouvez-vous me ressortir les vidéos de la Hmm. veille? Ouais. Je ne sais pas faire. On n'a pas d'enregistrement. Ce qu'il faut savoir, c'est le capteur optique, qu'est-ce qu'il fait? Il filme. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il ne conserve aucun enregistrement, il analyse donc en temps réel, et à partir du moment où une alerte est déclarée, une capture d'image va être faite. D'accord. C'est un petit peu le principe, tu sais, des systèmes de sécurité que tu as aujourd'hui dans ton domicile. Quand Hmm. tu as une intrusion qui est faite, il y a une image qui est envoyée à l'opérateur, et généralement aujourd'hui, on t'appelle en te disant, ben, Frédéric, on constate une intrusion chez toi, la personne porte une casquette et un pull à capuche. Est-ce que c'est Hmm. toi ou pas? C'est exactement le même principe. D'accord. Exactement le même principe. D'accord. En Europe, puisque tu as les capteurs dans plusieurs pays, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en avance, avec ton recul de ton côté, ta vision, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en avance, plus en retard par rapport à ce type de solution? Alors, on va parler du positif. Les plus en avance, c'est clairement les pays nordiques. Aujourd'hui, ils ont clairement assimilé l'intérêt d'une solution comme celle-là dans une période compliquée due au Covid. Donc, l'utilisation de l'image, l'utilisation du son contact on a développé aussi une nouvelle option qui permet la visite digitale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu sais qu'en EHPAD, tu es obligé d'effectuer des rondes 2, 3 fois par nuit. Dans une période où on te dit qu'il faut limiter les contacts pour éviter la propagation du virus et que les seniors sont en plus les personnes les plus assujetties et à risque, on va éviter quand même de rentrer dans les 80 chambres. On a développé une nouvelle option qui permet donc des visites digitales dans l'ensemble des chambres grâce aux capteurs et les pays nordiques sont clairement en avance. Quand je dis les pays nordiques, Suède, Finlande, Norvège, bien évidemment, et Danemark. Et ils sont plus en avance parce qu'en fait, c'est le système des EHPAD qui est plus en avance. Ils sont plus en avance parce que c'est ces solutions-là qui sont les plus utilisées ou les plus intéressantes pour eux. Non, ils sont plus en avance parce que ces systèmes-là, Le système. euh, c'est exactement, c'est la part de l'innovation dans la prise en charge de la personne âgée, que ce soit au domicile ou en EHPAD, qui est pris de manière beaucoup plus importante dans les pays nordiques qu'en France aujourd'hui. Toute proportion gardée, bien évidemment. Hein. On installe par exemple une ville complète en Finlande où nos capteurs vont équiper l'ensemble des personnes âgées de la ville avec cette notion de limiter les contacts grâce à la digital visite, grâce à la détection automatique de chute. Et donc on se rend compte, oui, que la mise en place d'innovations technologiques dans ce cadre-là est beaucoup plus prononcée dans les pays nordiques qu'en France ou en Italie, par exemple, où aujourd'hui en Italie, c'est assez compliqué de pénétrer le marché. D'accord. Quand on parle de chute, on parle de fiabilité des systèmes. Bien sûr. Et certains vont dire, oui, mais il y a des faux positifs et des faux négatifs. Donc, autrement dit, il y a certaines chutes qui ne sont pas détectées et d'autres chutes qui n'en seront pas, qui seront détectées. Comment est-ce que tu réponds à cette question? C'est une bonne question. Nous, il faut savoir que l'on détecte toutes les chutes qui sont visibles par notre capteur. En fait, il faut se mettre à la place de notre capteur. Ce n'est ni plus ni moins que l'œil humain.
Si l'œil humain le voit, notre capteur va le voir. Ce qui veut D'accord. dire quoi? C'est qu'on a l'honnêteté de le dire. Si une personne tombe derrière une table et qu'à partir du moment où, avec votre œil positionné à 2 mètres de hauteur, vous ne l'auriez pas vu, le capteur ne peut pas le voir. Après, chose importante aussi, c'est alors encore une fois, contrairement à d'autres systèmes, on ne base pas notre détection de chute sur l'accélération de la chute. Donc, qu'elle soit molle ou lourde, tu connais ces deux types de chute, Oui, nous, oui, notre système va analyser, enfin notre intelligence artificielle va analyser une position du corps, debout, allongé, sur une surface donnée, le sol par oui. exemple. Et à partir du moment où le corps, alors je te fais ça de manière macro, hein, où le corps recouvre à 100% une zone qui a été déclarée comme une zone de détection de chute, on va envoyer une alerte. D'accord. Aujourd'hui, notre intelligence artificielle, c'est simple, hein, tu sais, ça reste des mathématiques, hein, donc on arrive à sortir des chiffres sur notre IA, sur 1000 chutes que l'on a en base, on arrive à atteindre, tu vois, on ne parle pas de 100%, je ne crois pas au 100%, on arrive à atteindre aujourd'hui 86% de taux de détection de chute, on espère Q4 2020 attendre les 91% pour atteindre fin 2021 les 96% de détection de chute. Bon, de toute façon, en relatif, c'est toujours mieux que quelqu'un qui a un médaillon ou un système porté qu'il faut appuyer. Et dans 70% des cas, on peut pas, la grand-mère, enfin, la personne ne peut pas appuyer sur le bouton parce que soit elle ne porte pas le système, soit parce qu'elle Soit elle est n'a pas la filmée, force de plier. soit elle n'a pas la force d'appuyer. Voilà. Donc, de toute façon, à la base, C'est dans les faits, c'est beaucoup mieux déjà. c'est exactement ça. Voilà. Nous, on veut surtout pas dire du 100% parce qu'encore une fois, Frédéric, je te dis honnêtement, le 100% n'existe pas. Notre concept est assez facile à comprendre, hein, puisque nous, on fait de la collecte de data. Une intelligence artificielle, tu le sais, ce n'est que de la data, et que plus on va avoir cette capacité à intégrer ces data, plus notre système va être efficient. Donc, aujourd'hui, l'ensemble de nos clients ont une garantie, c'est que le système qu'ils ont acheté aujourd'hui sera encore plus efficient dans un an et le sera encore plus dans 2 ans. D'accord, d'accord. Autre sujet important que je voulais aborder avec toi, tu as réussi, à mon avis, une sorte de tour de force d'avoir un accord de partenariat avec Tunstall. Oui, Tunstall, qui est un très gros fabricant et puis propose, enfin, acteur de la téléassistance en Europe. Comment est-ce qu'une startup française fait pour y parvenir? pour convaincre ce géant anglais. C'est ça, voilà, c'est ça. Comment est-ce qu'on fait pour donner des idées à d'autres personnes peut-être qui ont des produits un peu complémentaires Alors, déjà, je voulais dire que c'est pas simple. Mhm. Clairement, hein. Aujourd'hui, on commercialise via Tunstall sur l'ensemble des pays européens notre solution. Donc, c'est, comme tu le dis, un tour de force et j'en suis pas peu fier. Après, l'histoire avec Tunstall, elle démarre grâce à une personne, Alain Monteux. Oui. Alain Monteux, il y a 6 ans, que j'ai rencontré au détour, tu sais, d'une soirée Silver Economy. Et j'y suis allé un peu au culot, pour être honnête, hein, en lui disant, bonjour Monsieur Monteux, je vous dérange 5 minutes. Il me dit oui. Bon, bah, moi, j'avais ma toute petite startup qui faisait 0 € de chiffre d'affaires. Expliquez, Alain Monteux, c'est le président de Président de Tunstall Vitaris, voilà, en France, voilà, en sur France. la Voilà, partie Benelux, plus Benelux, oui, voilà. voilà, c'est ça, plus Benelux. Et donc, je lui ai dit, écoutez, j'ai une solution aujourd'hui qui va vous faire gagner des parts de marché et qui va vous différencier. D'accord. Et il m'a dit, vous savez, monsieur, j'en reçois tous les jours des Oui, propositions ouais, comme ça là. c'est ce que j'allais dire, c'est ça, c'est ça. Voilà, je lui ai dit, mais moi, en plus de ça, je vais vous faire gagner de l'argent et je vais vous faire gagner du temps au niveau de vos opérateurs. Donc, j'ai eu cette chance-là d'y aller au culot, d'être en face d'une personne qui a été très réceptive. Au bout d'une semaine, elle est venue me voir dans mes bureaux en me disant, bah, montrez-moi cette solution qui va me permettre de gagner du temps, de faire gagner du temps à mes opérateurs. Expliquez-moi où vous voulez aller dans 5 ans. Donc, je lui ai expliqué. Et je lui ai lancé un pari. Je lui ai dit, bah, monsieur Monteux, on fait un pari. Si vous lancez mon offre, je vous parie qu'on fera 100 installations dans le trimestre qui vient. D'accord. Voilà. Donc, Voilà. Et puis, c'est devenu aujourd'hui une relation très amicale. Donc, Alain en a parlé, enfin, Monsieur Monteux en a parlé bien évidemment à ses collègues, hein, d'autres pays. J'ai eu la chance de rencontrer le directeur commercial grand compte des pays nordiques, avec qui aussi j'ai tissé des liens d'amitié. C'est toujours pareil. Moi, je ne fais des affaires qu'avec des amis aujourd'hui.
clairement, hein, Frédéric, c'est mon concept, qui a diffusé l'offre sur l'ensemble des pays nordiques et c'est remonté bien évidemment au UK parce que à un moment donné, ils se sont dit qu'est-ce que cette startup qui est en train de vendre une solution sur l'ensemble des pays via notre groupe pour conclure un accord cadre avec les UK et une diffusion à l'échelle mondiale de notre solution. D'accord. Qu'est-ce que ça apporte à une startup d'avoir un accord avec Tunstall? Ça apporte déjà une ouverture du marché au niveau mondial. Chose que j'ai pu atteindre, encore un peu avec de la chance et un peu de culot, hein, parce qu'il faut du culot, moi je considère qu'il faut du culot, sans pour autant débourser des millions d'euros. Aujourd'hui, quand tu es un start-upper, que tu crées ton entreprise et que tu commences ne serait-ce qu'à vouloir diffuser ton offre en Italie, en Espagne ou dans les pays nordiques, ça chiffre très très vite. Moi, j'ai eu cette chance-là, c'est de pouvoir me reposer sur ce groupe-là et de pouvoir voir mon offre diffusée dans des pays auxquels je n'aurais jamais pensé pouvoir installer ma solution. L'Allemagne, le Benelux, je te dis, on fait des installations. Alors, la plus marquante aujourd'hui, c'est une ville en Finlande, qui est la ville du Père Noël, qui s'appelle Rovaniemi, qui est dans le nord de la Finlande. Je n'aurais jamais imaginé pouvoir faire des installations à Rovaniemi, dans le nord de la Finlande. Donc, nous, ça nous amène une forte croissance du chiffre d'affaires, bien évidemment, on va pas s'en cacher. Ça nous amène une visibilité. Quand un groupe comme Tunstall commercialise ta solution, tu as bien évidemment d'autres groupes concurrents ou partenaires qui s'intéressent, qui y regardent. Alors, on a des gentleman agreements, on a des accords écrits avec le groupe Tunstall, mais c'est toujours intéressant de voir que ça peut intéresser d'autres. Et ça nous apporte une certaine stabilité dans notre croissance et une certaine garantie dans notre croissance. D'accord. Autre sujet, pour les établissements, pour les EHPAD, je voudrais qu'on fasse un petit peu un zoom sur les. Est-ce que avec le recul, tu arrives à mesurer le bénéfice pour l'EHPAD? Alors, le bénéfice Non, pour on change l'EHPAD. de sujet. Pour ceux qui nous suivent, on change brusquement de sujet. Oui, clairement. Alors, Voilà. on me parle souvent alors je travaille encore aujourd'hui avec certains grands groupes d'EHPAD, on ne veut pas les citer, hein, dans l'apport socio-économique d'une telle solution. Aujourd'hui, on connaît tous le coût d'une chute. On le connaît tous, hein, malheureusement, il est entre 2 000 et 6 000 euros. L'apport qu'ils ont aujourd'hui, notamment avec notre solution, c'est dans l'efficience du travail de leur personnel et dans l'aide que peut apporter une telle solution dans le personnel. On est au courant de la problématique du nombre de personnel, notamment la nuit. Quand vous avez 2 personnes en charge de la sécurité, des soins et de la gestion de l'établissement la nuit, il est très difficile, en sus de cela, d'apporter une certaine sécurité. Donc nous, via notre système, on va apporter cette garantie-là. Il faut savoir aujourd'hui qu'une famille, quand elle fait rentrer une personne âgée dans un établissement, c'est a fortiori pour assurer de la sécurité. La famille n'acceptera pas que la personne âgée tombe dans sa chambre et qu'elle reste de 2 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin au sol parce que le personnel n'est pas assez suffisant. Donc nous, on soulage, grâce à notre solution, le personnel soignant qui sera ainsi capable de faire d'autres tâches à côté. Et donc, ça apporte toute cette efficience aujourd'hui à l'EHPAD, une plus grande sécurité, un personnel soignant qui sera libéré de ses tâches sécuritaires et qui va pouvoir faire autre chose, et notamment, par exemple, prévoir la relève à 8 heures du matin quand l'équipe de jour arrive. D'accord. Est-ce que tu arrives à le relayer sur un taux d'absentéisme? Malheureusement, pas aujourd'hui. Ou c'est beaucoup trop, Non, alors, trop précis? sûrement que certains groupes d'établissements avec qui on travaille aujourd'hui ont de le faire, Oui. clairement. Moi, faisant dans l'indirect, j'ai pas ces résultats-là. D'accord. Parce que je passe par des intégrateurs, sauf un ou 2 grands groupes que l'on a en direct et avec qui on travaille, je te le dis encore une fois, hein, ces grands groupes-là, on travaille avec la DSI, la sécurité du groupe, on travaille avec le docteur médical France et Europe pour essayer de créer une solution complète qui va permettre d'être la plus efficiente possible et rendre le plus grand service à ces directeurs d'établissement et ces aides-soignantes qui sont malheureusement pas nombreuses, notamment la nuit. D'accord. J'imagine qu'il y a des solutions quand un EHPAD te contacte ou un groupe d'EHPAD te contacte. J'imagine que même si ce n'est pas comparable, j'imagine qu'ils vont comparer avec d'autres solutions. Bien sûr.
Sur ce sujet-là, comme disait, ce qui est marrant, c'est que j'ai enregistré un grand entretien juste avant avec Alain Monté. Et Alain m'expliquait qu'effectivement, on lui recevait plein de solutions sans arrêt. Si on n'a pas le recul, si on n'a pas suffisamment le recul, il risque d'avoir de la confusion entre les différentes solutions. Comment est-ce que tu fais pour arriver à te différencier d'autres solutions? En fait, ça a été un mal pour l'économie. Enfin, il est sorti tellement de solutions aujourd'hui sur ce sujet-là que le client final a des doutes. C'est ça, Pour- c'est ça, c'est ça. C'est clairement, clairement. Si tu peux me permettre, je vais te raconter une anecdote. Moi, pendant le confinement, j'ai un monsieur qui m'appelle, numéro que je connaissais pas, et qui me dit, bah écoutez, je suis intéressé par votre solution, mais pourquoi est-ce qu'elle marche? J'ai dit, mais monsieur, vous m'appelez, vous me posez cette question-là, je comprends pas. Il me dit, mais monsieur, moi, j'ai testé aujourd'hui une dizaine de solutions, aucune ne répond à mes besoins. J'ai dit, Ah, mais vous, c'est ça, ouais. Donc, en fait, il pose directement la question, savoir ah ben, pourquoi est-ce pourquoi que vous, vous, voilà, pourquoi, vous marchez? voilà. Donc je lui dis, bah, écoutez, monsieur, moi, la mienne, elle marche parce que j'ai des références. Chose standard, j'ai envie de vous dire. Il me dit, bah, écoutez, mauvais argument parce que vous avez tous le même argument. C'est Vous ça. avez tous des références. Là, voilà le pourquoi de ma question. Voilà, vous avez tous des références. Pourquoi? Parce que beaucoup de groupes font des tests, ne déploient généralement pas, ils font des tests par-ci, par-là, et il suffit qu'il y ait une nouvelle personne qui arrive au sein du groupe et qui reprend les tests, et ça peut durer des années et des années. Donc, c'est vrai que s'appuyer sur ces références grands groupes, c'est pas forcément la meilleure idée. Donc, j'avais fait cette erreur-là de lui dire j'ai des références. Il m'a répondu, mais monsieur Larbi, vous avez tous des références. Et il me dit, écoutez, c'est la dernière solution que je vais tester, pouvez-vous m'envoyer un système pour test? Je lui dis, moi, excusez-moi, je ne fais pas de test. Je vais vous voler ma solution, vous l'achetez. Chez moi, par contre, je vous garantis que ça va fonctionner. Il y a eu 2 semaines comme ça de négociation. Il en a testé, je te dis, Frédéric, une dizaine avant. Je ne citerai pas de nom, mais une dizaine de solutions avant. Il a accepté de payer la solution. Il l'a payé, il l'a installé dans une chambre, c'est une résidence-service, un groupe de résidence-service. Il l'a installé dans une de ces résidences-service. 2 mois plus tard, la personne est tombée, fracture du crâne, ouverture du crâne. Le système l'a détecté et a envoyé l'alerte. D'accord. Le monsieur m'a rappelé en me disant, j'ai compris. J'ai compris votre techno. Ouais, j'ai compris votre techno. Je suis certain aujourd'hui que c'est la meilleure techno sur le marché parce qu'elle est compréhensible. Quand tu l'expliques, tu vois, et aujourd'hui, c'est devenu un de nos clients. Donc, tout ça pour revenir sur ta question, il existe aujourd'hui tellement de technos qui ne sont pas efficientes qu'elles font du mal à ces quelques technos qui le sont. Quand on parle de système de détection de chute, il faut savoir qu'un système qui vend de la détection de chute ne doit pas attendre 15 jours ou 3 semaines afin de pouvoir détecter une chute. Un vrai système de détection de chute, tu l'installes, tu tombes de suite après, le système doit être efficient. Et aujourd'hui, nous, le seul moyen, le seul argument que l'on a, c'est, écoutez, achetez-en un et essayez-le. Et vous verrez que la chute, je faisais une formation ce matin à un partenaire dans les pays nordiques, il a installé son système. On a fini la formation, il m'a dit, est-ce que je peux aller tomber? J'ai dit, bien évidemment que vous pouvez aller tomber. Il est allé tomber au bout de 30 secondes, il a reçu son image avec lui au sol et des résultats de l'IA lui déclarant que la détection avait été correctement faite. D'accord. Si on va plus loin, tout à l'heure, tu as parlé de prédiction. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer là où tu veux en venir et là où vous allez aller? Alors, c'est là où certains de mes actionnaires me prennent pour un fou, Frédéric. Mais en même temps, il y a 8 ans, quand je parlais d'intelligence artificielle dans le cadre de la détection de la chute, on me parlait aussi de fou. Donc, je reste aligné sur ma folie, j'ai envie de te dire. Je reste persuadé qu'aujourd'hui, pour prédire, il faut voir ce qui s'est passé. Tu as une chute, comment tu peux empêcher la reproduction de cette chute-là si tu ne sais pas comment est-ce qu'elle s'est produite. Donc nous, on va travailler avec un hôpital Capignon-sur-Rue, avec une dizaine de gériatres, sur quels sont les facteurs à risque qui peuvent amener une personne âgée à chuter. Je te donne 2, 3 exemples. La vitesse de déplacement, par exemple, la cambrure de la personne âgée, le temps de sommeil, la personne âgée dort beaucoup plus, donc la prise médicamenteuse. L'intelligence artificielle de demain, celle qu'on commence déjà à développer, on va y intégrer une reconnaissance d'action.
C'est-à-dire qu'on va aller plus loin que la simple détection de chute. On va commencer à reconnaître des actions. On va commencer à reconnaître une personne âgée qui parle au téléphone. On va commencer à reconnaître une personne âgée qui regarde la télé. On va commencer à reconnaître une personne âgée qui marche. Et dans ce sens-là, on va commencer à calculer la vitesse de déplacement. Je te laisse imaginer que grâce à l'image, tu vas pouvoir calculer le degré de cambrure de la personne âgée. D'accord. Assez simple. Et tous ces éléments-là, mis côte à côte, d'accord, vont nous permettre à terme de pouvoir lancer des prédictions. Quand je dis des prédictions, c'est un pourcentage de risque dans les semaines qui suivent qui nous font dire que la personne âgée a de fortes probabilités de tomber. D'accord. Ouais. Ça sera opérationnel quand, dans ton imaginaire? Dans mon imaginaire, début 2022, on sortira notre premier modèle d'intelligence artificielle capable de prédire la chute, bien évidemment avec une étude clinique derrière et validée cliniquement. Parce que je vois déjà les messages qui peuvent arriver vers moi en me disant, mais monsieur, si vous prédisez la chute et que ma grand-mère ne tombe pas, ça veut dire quoi? Que votre système est efficient ou pas? Ben, nous, ce que l'on va faire, c'est que grâce à ce CHU, grâce à ces gériatres qui nous accompagnent, on va faire une étude clinique sur 400 personnes qui ont déjà chuté. Clairement, ce sont déjà des personnes chuteuses et voir de quelle manière notre IA va permettre de les prédire et bien évidemment de les empêcher. Et si je te provoque, bon, ton système dans 2 ans, 3 ans, il fonctionne parfaitement bien. À quoi ça me sert, moi à quoi ça me sert- à quoi ça va servir de savoir que je suis à risque de chute? Frédéric, toi, ça va te servir à rien. Par contre, aux mutuelles et assurances, c'est un vrai gain. Comme je l'ai dit Tu peux expliquer ça? Tu peux expliquer pourquoi eh c'est un ben, gain? alors, pourquoi? Parce que je suis allé rencontrer, tu sais, quand tu penses que tu as la meilleure solution du monde, eh ben, tu contactes tout le monde en te disant, j'ai le meilleur système du monde, j'ai réussi à convaincre le groupe Tunstall, j'ai d'autres partenaires, enfin, le plus grand fabricant de caméras au monde, Ashika Vision, souhaite commercialiser ma solution dans le monde entier, donc ils ont véritable intérêt. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais attends, après chaque chute, il y a une hospitalisation, dans les cas graves, il y a une entrée en EHPAD, et ceci est pris en charge par les assurances et mutuelles. D'accord. Ça coûte aujourd'hui plus d'1 milliard d'euros aux mutuelles, une chute. D'accord. On est tous conscients de ces chiffres-là. Quand je suis allé voir certains groupes de mutuelles que tu connais, hein, ils m'ont dit, bah, Monsieur Larby, bah, nous, désolé, la chute ne nous intéresse pas. La détection de chute ne nous intéresse pas. Et quand j'ai compris qu'en fait, les avertir d'une chute, ça ne les intéresse pas forcément parce que eux vont prendre en charge les conséquences de la chute. Dans tous les cas. Donc que tu les alertes ou pas, ce n'est pas leur corps de métier. Par contre, quand je leur ai dit, mais monsieur, si demain je suis capable de vous avertir en amont d'une chute et qu'on peut mettre en place des process permettant de l'éviter, est-ce que cela peut vous intéresser? Là, on a eu une réponse positive où on nous a dit, où on m'a dit, oui, dans ce cas-là, ça peut nous intéresser. Parce que je le répète, une mutuelle, enfin le groupement mutualiste français aujourd'hui, le coût de la chute, c'est plus d'1 milliard d'euros. D'accord. Si demain, on a un système qui prouvé cliniquement montre une efficience, ne serait-ce que de 10%, Frédéric, 10%, c'est 100 millions d'euros d'économie pour les mutuelles. Et là, tu as... Voilà. Donc, c'est-à-dire que les mutuelles vont détecter qu'une personne est à risque de chute dans les prochains temps. Elle va intervenir enfin, elle va organiser des services d'intervention auprès du domicile pour éviter que ça se produise. Exactement. C'est tout le concept que l'on travaille aujourd'hui avec notre partenaire Vitaris. Et c'est sur ce concept-là qu'on travaille aujourd'hui pour envoyer ces notifications de prédiction et mettre en place, à côté de cela, des protocoles bien ciblés vis-à-vis des familles, vis-à-vis des aides-soignantes, vis-à-vis de sociétés de maintien à domicile qui peuvent être au niveau, vis-à-vis des départements, vis-à-vis des régions, pour pouvoir intervenir et l'empêcher. Donc, en fait, on peut imaginer que ça va cibler cette solution-là avec ce système-là, les personnes âgées qui ont déjà chuté Oui. ou voilà, qui ont eu un souci. Ou qui sont dépendants, Voilà, fortement dépendants. voilà. La mutuelle va leur proposer un système. La mutuelle va peut-être même le prendre en charge à ce niveau-là, Bien sûr. de manière préventive. Voilà, vous avez chuté, vous risquez de rechuter une prochaine fois. On vous installe ce logiciel-là. Peut-être que la personne âgée va payer moins cher, d'ailleurs, La cotisation. la cotisation, si elle le met. Et d'accord. Et la mutuelle pourra éviter, elle, d'avoir des coûts derrière supplémentaires. Exactement. C'est tout le Intéressant. principe. Intéressant. Pourquoi? Parce que... Juste une Ouais. petite part qui est intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est qu'en fait, ce que je trouve ça bien, c'est que ce qui est aligné, c'est
c'est que celui qui va financer la solution, c'est celui qui a le gain derrière. Exactement. Ce qui n'est pas vraiment le cas, c'est pas tout le temps le cas dans tout le Toutes les, scénario. Voilà, moi, depuis la création de ma startup, ça a toujours été ça. Et c'est une question aujourd'hui qui se généralise dans la silver economy. C'est bien beau d'inventer, c'est bien beau de créer, mais qui paye au final? C'est ça, c'est ça. Qui Oui, paye? qui paye et qui a le gain de coût. Et qui a le gain de coût? C'est ça. Parce qu'en fait, si on dit, voilà, si tu m'avais dit, voilà, c'est les départements qui vont proposer ces solutions-là, mais oui, mais les gains de coût, c'est la Sécu et la mutuelle, c'est pas. Bien sûr, Voilà, donc voilà. bien sûr. C'est pour ça que dans mon raisonnement, dans mon concept, et je te dis encore une fois, hein, c'est notre fil rouge 2020, 2021, 2022, hein, cette solution-là. On travaille déjà, la reconnaissance d'action est déjà efficiente chez nous, c'est-à-dire qu'elle fonctionne, on est capable de reconnaître des actions de manière assez forte en matière d'occurrency. On va démarrer l'étude clinique normalement au mois de juillet 2021. Donc, on s'est même fait financer cette étude clinique par l'Europe dans le cadre de cette prédiction. Et puis, on va s'appuyer sur notre partenaire Tunstall et notamment Vitaris en France pour créer tout ce modèle d'accompagnement et de services proposés aux mutuelles qui, normalement, devrait leur permettre de faire une économie de coûts. Bien évidemment. Donc, en fait, c'est les solutions qui seront déployées si tout va bien, dans 4-5 ans. Enfin, je t'entends vraiment à grande échelle sur le terrain. Ouais, bien sûr, dans 4-5 ans. Ouais. Dans 4-5 ans. Il faut le temps de récolter assez de data, il faut le temps de prouver l'efficience du système. Je pense qu'aujourd'hui, au niveau mondial, on n'a pas beaucoup de concurrents, hein, clairement. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a de la data. Ça fait 8 ans hein, qu'on collecte de la data. Alors, beaucoup me disent, oui, mais M. Larby, développer une IA, tout le monde peut le faire. Je dis oui, clairement. Vous savez, aujourd'hui, vous avez 3 types d'entreprises. Vous avez l'entreprise qui a de la data, mais qui n'a pas les compétences IA. Vous avez la deuxième entreprise qui a de la compétence IA mais n'a pas les data. Et vous avez une structure comme la mienne qui a de la compétence IA en interne et qui en plus a les data. Et Et c'est là... qui a développé et qui a eu le temps de collecter de la data. Exactement. Et celle-là, il n'y en a pas beaucoup. Un mot de conclusion. Déjà, te remercier, Frédéric, pour cet entretien. Ce fut agréable d'échanger et évoquer avec toi les perspectives de mon entreprise, en espérant bien évidemment que ce fichu virus, entre guillemets, nous laisse la paix et nous laisse avancer économiquement et socialement, j'ai envie de te dire, parce que les dommages sociaux sont bien plus importants que les dommages économiques. Et en conclusion, on espère faire de belles annonces d'ici la rentrée 2021 avec de nouveaux projets en cours de conclusion. Merci Ramzi. Ramzi Larbi, je rappelle que tu es président fondateur de Creative Specific Software. Merci beaucoup. Merci Frédéric.